Il a choisi Canal FM pour répondre aux questions que vous vous posez sur cette crise du coronavirus. Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Je rappelle aussi, Xavier Bertrand, que vous avez été ministre de la Santé. Les thèmes seront nombreux pour cet entretien. Pour commencer, mardi soir, nous en étions à 1163 décès dans les hôpitaux des Hauts-de-France, dont 368 dans le département du Nord et 24 en Sambre-Avesnois-Thiérache. Quel regard vous portez sur ces chiffres? Déjà, ce n'est pas des chiffres, c'est les familles derrière. C'est les familles qui sont endeuillées. Et ce satané virus, on n'en est pas encore débarrassé. Et si on veut éviter qu'il y ait davantage de victimes, il faut respecter le confinement. Alors, il ne s'agit pas de donner de leçons à qui que ce soit. Les gens sont suffisamment grands pour comprendre. Mais si nos hôpitaux, partout, n'ont pas été submergés, dépassés, comme ça a été le cas dans certains pays, c'est parce qu'il y a eu le confinement. Vous le savez bien, c'est un virus, il s'affaiblit. Il se ralentit quand il a moins de personnes à contaminer. Et quand on reste chez soi, quand on ne circule pas, le virus circule beaucoup moins. Donc c'est pour ça qu'il y a eu le confinement. C'est pour éviter que nos hôpitaux soient dépassés et donc pour donner un maximum de chance aux personnes qui sont contaminées par ce virus. Donc ce n'est pas derrière nous. C'est loin d'être derrière nous. Et même si ça ralentit, ce qui est une bonne chose, il y a encore des familles qui sont endeuillées. Et puis, si vous me permettez, il y a aussi autre chose. Hein, vous me coupez si je suis trop long, mais les soignants. On en parle beaucoup des soignants. Je présume que vous faites comme moi, comme beaucoup de monde. On les applaudit à 8 heures. Mais il faut voir ce que ça représente comme épuisement depuis des semaines et des semaines. L'épuisement et puis aussi la question, est-ce qu'on ne va pas ramener ce virus à la maison pour nos proches? Et on le dit parfois, mais ceux qui soignent les autres, ceux qui s'occupent des autres, c'est quand même pas un métier comme les autres. Quand je dis soignant, c'est public-privé. Les libéraux, si tous les libéraux, justement, dans l'Avesnois, en Sambre-Avesnois, dans le Hainaut, il y en a beaucoup qui nous ont sollicité pour dire, et nous aussi on compte, on est là. Et puis aussi dans les EHPAD, ceux qui s'occupent de nos aînés dans les EHPAD, c'est aussi des héros. Alors, il y a les soignants dans les EHPAD, dans les hôpitaux, et puis il y a tous ceux qui font quand même tourner, faire la cuisine, ça compte aussi, ça compte tout autant, quoi. Faire le ménage et tout ça, ça compte tout autant. Et honnêtement, tous ceux qui sont dans le système de santé de près ou de loin, vraiment chapeau, hein, vraiment. Alors, on voit, il y a des alternatives pour essayer de contrer ce coronavirus. Il y a bien sûr les masques. Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous ont demandé, qui nous ont posé des questions sur ces masques, où ils sont aujourd'hui en fait. Voilà, la région, alors je vais faire un petit résumé de ce que vous avez fait depuis un mois. La région s'est activée depuis le 21 mars dernier en récupérant des masques dans les lycées et au siège du conseil régional. Vous avez commandé le lendemain, donc le 22 mars, 5 millions de masques pour les soignants. Et la semaine dernière, vous avez lancé une initiative, c'est 6 millions de masques qui seraient commandés pour les habitants de la région de France, donc un masque pour un habitant. Quand arriveront-ils, et notamment en Sambre-Avesnois-Thiérache? Pour le 11 mai. Parce que je pense, vous savez, moi j'essaye de mettre vraiment à la place des gens au maximum. Et je suis persuadé qu'on commencera à revenir, alors j'allais dire à une vie normale, on mettra du temps avant de retrouver une vie normale. Pour ça, les gens, il faut qu'ils soient protégés, qu'ils se sentent protégés et qu'ils soient rassurés. Peut-être que je me trompe, mais pour moi, le masque, qu'on ait envie de le porter ou pas, ça va devenir un incontournable. Un incontournable. Dans sa voiture avant de sortir, chez soi également avant de sortir. Et donc, je suis intimement convaincu qu'il y aura besoin de masques. Alors, attendez, ce qu'on fait, nous, 6 millions de masques en tissu réutilisable, c'est bien, c'est pas assez. C'est pas assez. Parce qu'il faut savoir que même un masque en tissu, vous le portez quelques heures, après, il faut le nettoyer. Et il peut se nettoyer 20 fois, après, il perd vraiment de son efficacité. Donc, regardez bien, si vous sortez 2 fois par jour, ça va vous faire au maximum 2 semaines. Donc, ce que fait la région, c'est d'enclencher le mouvement, mais ça ne suffira pas. Je serais tenté de dire, un masque, c'est bien, mais plusieurs, c'est beaucoup mieux. Sauf que ce n'est pas la région toute seule dans son coin qui fait. Comment on a pu prendre cette initiative? Tout simplement parce qu'il y a plein de gens qui se sont mis à faire des masques un peu partout pour dire, je me rends utile, et puis, à un moment ou à un autre, on aura bien besoin des masques. Et puis, il y a toute une opération qui a été faite avec notamment Le Mailleux, dans le Nord, l'entreprise Le Mailleux. Vous vous rappelez, il y a eu 10 000 couturières à domicile au début qui sont devenues 20 000, qui sont devenues 30 000. C'est un mouvement qui a pris beaucoup d'ampleur et qui fait que, par exemple, dans le Valenciennois, il y a Luciano Bondo chez Toyota qui dit, bon, moi, mon boulot, c'est de fabriquer des Yaris, mais en attendant que je refabrique autant de Yaris, on va aussi s'y mettre et on va faire des masques en étant capable de nous faire jusqu'à 1 million de masques. Et vous avez certainement déjà vu la vidéo qui circule. Il l'a dit, ils le font. Il a même acheté les machines. Et tout ça mis bout à bout, dans toute la région, et pas seulement Sambre, Avesnois, Thiérache, Hainaut,
dans toute la région, ça va nous permettre d'avoir ces 6 millions de masques. Donc distribuer gratuitement le premier, pour le 11 mai, à partir du moment où il y aura le déconfinement. Sauf qu'il y a beaucoup de communes en plus qui n'avaient pas attendu la région, qui ont déjà acheté des masques ou commencé à livrer des masques. Tant mieux. C'est en plus, c'est en plus. Ce que fait la région, c'est pas la place, c'est en plus. Et après, il y a aussi une autre idée. Je ne sais pas encore au moment où je vous parle ce qu'aura décidé de faire l'État. Moi, je pense que de toute façon, il faut qu'il permette également à chacun d'avoir un masque régulièrement, donc pas juste une fois. Mais en attendant, on a décidé avec l'ensemble des communes, les départements, les communautés de communes, communautés d'agglomération de la région, de dire maintenant à tous ces industriels qui fabriquent des masques, hey, si vous continuiez à les produire dans la région, parce qu'on en aura besoin, et ce que je voudrais qu'on ait, c'est une forme de filière qui fabrique des masques, de façon à ce qu'on puisse leur garantir que ça vaut la peine pour eux d'en fabriquer, parce que nous, on va leur en commander. Et puis, il y a aussi un moment, que ce soit dans les pharmacies, dans les commerces, peut-être chez les buralistes, qu'on puisse avoir des masques. Mais pour ça, il faut les produire. Et j'en ai marre qu'on importe des masques de l'autre bout du monde. Si on pouvait les produire dans la région, ce serait quand même bien mieux. Voilà comment on voit les choses sur la question des masques. Un masque fourni par la région, c'est bien. Mais maintenant, après, il faut qu'on entretienne le mouvement. On a vu que sur le Maubejoie, notamment, Christophe Despompéo, le député de la 3e circonscription du Nord, avait donné une information comme quoi il avait commandé plusieurs masques venant de Chine, de Jiaochen, un investisseur chinois qui va peut-être s'implanter sur Maubeuge dans les années qui viennent. Malheureusement, cette commande, elle est bloquée à Orly en ce moment. Ça vous surprend un peu qu'elle soit bloquée aujourd'hui à la douane? Il faut qu'il y ait un maximum d'initiatives. Moi-même, j'ai eu à intervenir pour débloquer beaucoup de situations parce qu'à un moment donné, c'était bloqué en Chine, parce qu'il y avait un nouveau contrôle qualité. Et puis après, les douanes, il y en a un qui nous aide beaucoup, c'est Gérald Darmanin, parce que c'est aussi le ministre des Douanes. Et je sais qu'il y a beaucoup de situations, même des week-ends, qu'il a pu débloquer. C'est pas facile, les masques qui viennent de loin, mais il faut des initiatives comme celle-ci. Nous-mêmes, on a fait rentrer des masques qui viennent de Chine, qu'on a commencé à distribuer notamment pour des personnes dans les EHPAD, pour des infirmiers, des ambulanciers, des libéraux, pour des forces de police, également pour l'administration pénitentiaire, pour des commerçants, pour des entreprises. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on ait une filière dans la région, avec des gens de la région et que ça donne du boulot à des gens de la région. Vous connaissez mon obsession pour l'emploi, et même si on va traverser des moments difficiles, il faut qu'on ait un maximum de relocalisation. Justement, sur cette question-là, la région aide à la reconversion de sociétés textiles. De quelle façon aujourd'hui que vous allez faire ça? Tout simplement en leur permettant d'investir dans du matériel, dans des machines. S'ils investissent dans du matériel et dans des machines, dans ces cas-là, on va aider. Je pense qu'on aura un volet très important sur la formation pour former parfois des nouveaux métiers. Et puis, il y a aussi autre chose, en leur garantissant qu'ils vont en vendre. Et leur garantir qu'ils vont en vendre, c'est tout simplement leur passer des commandes fermes, précises, pas seulement du conseil régional, mais de toutes les collectivités locales, peut-être aussi d'entreprises qui vont se dire, plutôt que d'acheter du masque jetable qui vient d'Asie, bah dans ces cas-là, autant acheter du masque en tissu réutilisable qui vient de chez nous. On va parler d'un autre volet, Xavier Bertrand, si vous voulez bien, sur l'aide financière de la région. Évidemment, sur le chapitre du développement économique, les entreprises de Sambrave-Nottirach, mais aussi d'ailleurs, évidemment, craignent le pire. Après la crise de 2008, le territoire Sambrave-Nottirach est à l'aube d'une nouvelle catastrophe si aucune garantie n'est proposée. Une aide financière aux entreprises TPE, PME et fonds de solidarité est-elle envisagée par la région? Ce n'est pas envisagé, c'est que c'est déjà en place. Heureusement que c'est déjà en place, parce que bon, on avait été très tôt à mettre en place un dispositif, sauf qu'un dispositif sur le papier, tout le monde s'en fout. Hein. L'important, c'est que ce soit du concret qui arrive. Et là, on a eu entre numéro d'appel qui a été mis en place pour la région, l'État, les chambres de commerce, les chambres de métiers, on a plus de 10 000 entreprises qui nous ont contactés, parfois sur du chômage partiel, et pour bénéficier des aides. Alors, entendons-nous bien, il y a plusieurs sortes d'aides, je vais essayer d'être le plus précis, le plus concret possible. Notamment, il y a le fameux fonds de solidarité qui permet d'avoir 1 500 € avec parfois des compléments en fonction du nombre de salariés, avec 5 000 €. Ça, c'est la première des choses. Il faut avoir eu une baisse de son chiffre d'affaires de 50%. Quand tout est fermé, forcément, beaucoup d'entreprises l'ont. Après, il y a le prêt garanti par l'État. Le prêt garanti par l'État, où là, ce sont vos banques qui vous donnent un crédit qui peut correspondre à un quart de votre chiffre d'affaires. Ça existe sur le papier, il y a près de 20 000 entreprises qui en ont bénéficié, mais quand je dis 20 000, il y en a plein soit qui ne l'ont pas demandé, soit qui n'ont pas encore eu la réponse ou qui ont eu un refus. Il y a sur le papier, il y a 5% de refus, ça ne semble pas beaucoup, 5%.
bah, ça fait des milliers d'entreprises quand même. Et donc moi, tout mon rôle, c'est d'essayer de voir quels sont un peu les oubliés des dispositifs et de voir comment on peut les aider pour les retrouver après la crise. Vous avez parlé de 2008, mais là, c'est beaucoup plus dur que 2008, parce que là, c'est du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Mm. En 2008, on avait peur que les banques s'arrêtent et qu'elles ne puissent plus financer l'économie. Mais là, c'est que du jour au lendemain, vous aviez un restaurant terminé. Mm. Et en plus, le chiffre d'affaires, il est perdu de chez perdu. Vous ne le récupérez pas. Donc aujourd'hui, l'État a fait des reports de charges, vous ne les payez pas maintenant, mais il y a plein de secteurs, il faudra les annuler, ces charges. Parce que les gens, du jour au lendemain, ils ne vont pas récupérer comme par magie le chiffre d'affaires qui a été perdu. Vous alliez au restaurant 1 ou 2 fois par mois, tout le monde se dit, oh, quand ça va réouvrir, je vais y aller, vous n'allez pas faire 5 repas par jour. Le chiffre d'affaires, il est perdu. Donc il faudra aller beaucoup plus loin. Nous, en plus, on a musclé des dispositifs qu'on avait, les fonds de premier secours avec les tribunaux de commerce, Hauts-de-France Prévention avec la Chambre de commerce, et on a mobilisé plus de 320 millions d'euros. Mais bon, tout ça, c'est gentil. Les gens disent, OK, d'accord, il y a de l'argent, mais moi, si j'ai besoin, comment je traverse cette épreuve? Voilà. Et c'est justement ce qu'on est en train de faire. Et vous me permettrez également de vous redonner le numéro de téléphone, justement, pour l'économie. Ce numéro, je peux vous le donner maintenant? Allez-y, allez-y. 03 59 75 03 59 75 0100. 03 59 75 0100. Vous êtes une entreprise, vous avez un problème. Derrière ça, on ne va pas vous balader en disant allez voir un tel ou tout ça. On dit OK, voilà votre problème. On vous répond directement. Et je vous dis, il y a plus de 10 000 entreprises qui sont passées d'ores et déjà par ce service. Vous me parliez de 5% de refus, ça concerne quel secteur d'activité notamment? Non, c'est plutôt, moi je vais vous dire un truc, c'est plutôt des petites entreprises ou des entreprises qui ont eu des problèmes à un moment donné, qui ont ce qu'on appelle des fonds propres négatifs et qui sont dans le rouge en quelque sorte. Or, il ne faut pas que ces dispositifs, ça soit comme un hôpital qui prendrait que les gens en bonne santé ou qui vous dirait, vous mesurez plus d'1,80 m, on vous soigne, vous mesurez 1,60 m, on ne vous soigne pas. Donc moi, je veux que les petits ne soient pas oubliés. Et ça, c'est le rôle de la région. Alors parfois, je dois interpeller les ministères, je dois interpeller aussi les banques en disant, les banques, elles aident sur le papier, mais vous, dans votre agence, là, on vous a dit oui, on vous a dit non, ou on attend avant de vous répondre. Et ce numéro de téléphone me permet, moi, d'avoir un maximum de cordes de rappel et savoir si ce qu'on nous dit, c'est vrai ou si on nous balade. Voilà, sur le chapitre économie, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Hein, évidemment, on fera le relais à Xavier Bertrand et à ses équipes. Sur la question des transports, évidemment, la région, vous êtes compétente hein, au niveau scolaire, notamment sur la gestion des lycées. En Sambre-et-Ménois, de nombreux lycées se trouvent loin des habitations, ce qui nécessite plus de trajets, peut-être plus de galères aussi. Est-ce que les transports scolaires et les lycées seront prêts le 18 mai prochain? Oui, alors pour les lycées, vous l'avez vu, on va commencer normalement par les terminales. Enfin, on a découvert ça un peu comme tout le monde. Hein. On avait commencé à nous dire on va travailler ensemble, le rectorat avec la région, parce que nous, on a la compétence pour les lycées. On a découvert les annonces du ministre. Bon, voilà, c'est tout. Maintenant, on va essayer de réagir le plus intelligemment possible avec surtout, vous savez quoi? Avec du bon sens. Avec du bon sens. Parce que là où le bon sens, des fois, ça semble compliqué, alors que sur le terrain, c'est effectivement beaucoup plus facile. Moi, à titre personnel, je n'aurais pas pris la décision, je vous le dis. Alors peut-être parce que je m'étais trop mis dans la tête que les jeunes reprendraient seulement la rentrée. Et je l'avais dit d'ailleurs dans une intervention, il faudra peut-être trouver une solution pour les élèves qui sont plus décrocheurs. Et il faudra certainement leur trouver une autre façon de suivre les cours. Vous savez qu'on avait mis des ordinateurs à disposition, mais il fallait trouver une autre solution. Mais les cours pour les cours, bon, moi après, je suis président de région, mon boulot, c'est pas de traîner les pieds, mon boulot, c'est de faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour les familles et pour les jeunes. Bon. Donc nous, les lycées, on pourra réouvrir, sauf que si c'est des demi-classes, excusez-moi, il faut que ce soit des demi-classes semaine par semaine, pas demi-journée par demi-journée. Les transports scolaires, pareil, mais attention, parce que tout le monde ne reprendra pas en même temps. Parce que ce sera des classes avec beaucoup moins de monde. Est-ce que ce sera 15? Est-ce que ce sera 10? Et puis d'autre part, il ne faut pas non plus forcer les familles. Il ne faut pas forcer les familles, il faut que ce soit sur la base du volontariat. Donc moi, j'ai demandé notamment aux gens de la région, si vous avez des idées pour que ça se passe le mieux possible, de façon pratico-pratique, avec du bon sens, dites-nous. Purée, on est à près de 1500 réponses. 1500 personnes qui ont dit, moi j'ai aussi une idée. Et il y a des choses hyper intéressantes là-dedans. Notamment, on est en train de voir pour équiper les bus scolaires.
Donc ça va se faire. Il y aura beaucoup moins de jeunes dans les bus scolaires. On va regarder quel est le nombre de jeunes qu'on doit faire passer. D'autre part, il y a des gens qui nous ont dit, mais collège et lycée, là, plutôt que ce soit les élèves qui changent de classe toutes les heures ou toutes les 2 heures, et pourquoi ce ne serait pas les profs et qu'on ne laisserait pas les élèves dans la même classe? Excusez-moi, mais j'aurais pas eu cette idée tout seul. C'est une de nos agents, justement, d'un lycée de Valenciennes qui nous a fait cette remarque. Et c'est vrai qu'elle a raison. Alors, c'est plus compliqué pour les cours de techno et les cours de sport, mais enfin bon, si c'est sur ces 2 cours-là qu'on a un sujet autre, quelqu'un nous a dit, mais et les cours de musique avec les instruments de musique, là, vous allez faire comment? Là aussi, vous voyez, c'est des remarques de bon sens. Et pour les repas scolaires, s'il y a moins de jeunes, on saura faire. Parce que vous ne pouvez pas avoir un réfectoire avec 150 jeunes, alors que les restaurants avec 15 couverts ne peuvent pas rouvrir. Donc là aussi, il faut vraiment qu'on s'adapte. Là où il y a plus de questions, c'est pour les internats. C'est pour les internats, les douches, la proximité des lits. De toute façon, s'il y a moins de monde, ça pose moins de difficultés sur le papier. Mais les internats, c'est quand même plus compliqué. Donc, on saura faire parce qu'il y a beaucoup moins de monde, mais il faut absolument que ce soit sur la base du volontariat. Et puis, j'ai aussi une question quand même pour l'État. Les jeunes qui vont reprendre, si les parents le souhaitent, il faut qu'ils aient un masque par l'État. Il faut que l'éducation nationale leur dise, on va le prévoir pour les enseignants, on va le prévoir pour le personnel des lycées, personnel de restauration, les cantines scolaires, les personnes qui font le ménage, qui font la maintenance, mais on ne peut pas laisser les jeunes être les seuls sans masque, c'est pas possible. Et là, l'État, pour l'instant, nous dit rien, il faut qu'il nous dise précisément quand et comment les jeunes auront un masque. Alors, le masque, c'est plus facile à porter en terminale que quand vous êtes en CP. Mais il faut de toute façon qu'on change beaucoup de nos pratiques. Vous savez, le confinement, ça a été un petit peu comme si la lumière, vous aviez un interrupteur, on passait de on à off. Le gouvernement a pris la décision, ça n'a pas été simple pour les gens, mais c'est on-off. Le déconfinement, c'est un petit peu comme si la lumière, c'était avec un variateur, vous savez. Vous appuyez pas de off à on, arrêt, marche tout de suite. C'est un peu avec un variateur et c'est comme ça que ça va se passer aussi dans les lycées. Alors, juste par rapport au lycée, est-ce que vous prévoyez peut-être un protocole spécifique pour désinfecter les établissements? Bien sûr, bien sûr. Mais vous savez, c'est tout un ensemble. Des masques, des gants, du gel hydroalcoolique, qu'on n'ait plus comme à un certain moment du savon qui manque à des endroits. Et puis d'autre part, bien évidemment, de la désinfection. Et c'est pour ça que si les élèves ne changent pas de classe, c'est aussi plus facile. Mais avec des procédures de désinfection qui n'existaient pas auparavant et qui vont être obligatoires dans l'ensemble des établissements. Les grands projets pour le territoire San Bernardino-Thiérache, évidemment, il y a la RN2 à 2 fois 2 voies, Xavier Bertrand. Vous y croyez toujours, Oui. malgré cette crise sanitaire? Oui, parce que pour une simple et bonne raison, c'est que derrière, on va parvenir à la diligence. Donc, on aura toujours derrière des voitures, des camions. Et si on veut que notre territoire, que Sambravénois se développe, il faut la RN2. Et en plus, ça filera du boulot. La seule chose, c'est que je veux avoir beaucoup plus les mains libres, notamment sur les codes des marchés publics, pour être sûr que ce soit des entreprises du coin, du cru, qui bossent et qui donnent du boulot. Vous savez, j'ai toujours eu cette obsession de l'emploi, mais demain plus qu'aujourd'hui, plus qu'hier encore, mais je veux avoir davantage les mains libres pour pouvoir donner du travail. Donc tous ces grands projets dans la région, on va en avoir besoin. Aujourd'hui, vous voyez, je suis totalement mobilisé sur le plan de soutien à l'économie. On est déjà en train de travailler sur un plan de relance, parce qu'il va falloir relancer les choses, notamment la commande publique, c'est-à-dire ce que la région commande, ce que les départements, ce que les communes. Et après, on aura aussi à imaginer la région d'après. Mais pour l'instant, c'est vrai que je suis totalement concentré sur comment on fait face à cette épreuve, mais dans les plans de relance, la RN2, j'en ai sacrément besoin. Un autre projet, évidemment, ça englobe évidemment la RN2, mais ce fameux pacte de réussite de San Bernardino-Thiérache, signé avec le président de la République, c'était en novembre 2018. Aujourd'hui, évidemment, on n'en entend pas parler, mais est-ce que vous dites à l'État, attention, vous avez signé quelque chose de très important? Bien évidemment, parce qu'il y a des territoires qui n'étaient pas en forme pendant des années, à qui on a redonné de l'espoir. Si c'est pour casser l'espoir, alors là, je suis désolé, je ne vais pas être d'accord. Je ne vais pas être d'accord. Et puis, l'encre, elle n'est pas sèche depuis un siècle et on a toujours de la mémoire. Vous savez, il faut faire très attention parce qu'il y a les grands projets, il y a la crise, il ne faut pas oublier les gens qu'il y a derrière. Et les gens, il va falloir qu'ils gardent de l'espoir et qu'ils retrouvent de l'espoir. Il faut à la fois des grands projets et des projets concrets de chez concrets. C'est pour ça que moi, je pense qu'il faut aussi bien faire attention à ne pas décourager les gens. Vous savez, ce qu'on vit en ce moment, c'est une épreuve. Le confinement, c'est une épreuve. Même si on s'entend bien en famille, même si
on fait, je ne sais pas moi, du FaceTime avec des amis, on se téléphone. Il y a plein de choses qui manquent. Il manque la machine à café, il manque la cour de récréation, il manque le bar où on retrouve ses copains avant de partir au boulot ou le soir en rentrant, le resto qu'on fait avec des amis, tout ça, ça manque. Et donc, derrière ça, il faut absolument comprendre qu'il faut recréer du lien social, parce que chaque maison, chaque appartement, c'est un peu comme une cocotte minute. Et des fois, il y a la pression qui monte. Et donc, si on ne prend pas en compte le fait que les gens, en ce moment, ils vivent un moment très difficile, une épreuve, ça ne peut pas bien se passer derrière. Il faut vraiment prendre soin des gens. Et aussi prendre soin d'eux, de leur pouvoir d'achat. Vous êtes indépendant aujourd'hui, c'est une galère terrible. Vous êtes entrepreneur, vous vous demandez si vous allez rouvrir votre rideau. Il faut que les gens puissent le faire. Vous êtes salarié au chômage partiel. Le chômage partiel, c'est mieux que les dispositifs qui n'existaient pas dans le temps, mais vous avez quand même 16% de votre revenu en moins. Vous allez me dire, vous consommez moins. Bah ouais, il y a quand même aussi beaucoup de charges qui tombent quand même, hein. Donc c'est pour ça que la région, on a décidé de maintenir l'aide au transport, l'aide à la garde d'enfants. Alors vous allez me dire, c'est pas normal, on se déplace plus pour aller travailler, on fait plus garder ses enfants, pourquoi vous versez les aides? Parce que j'ai pas envie d'abîmer le pouvoir d'achat des gens. Et on sait qu'il y a la carte génération qui permet aux jeunes de dépenser pour leur scolarité. Normalement, ça s'arrêtait là, c'était terminé en quelques jours. C'est prolongé jusque fin mai. C'est pas pour dépenser de l'argent pour dépenser de l'argent. C'est que quand il y aura la reprise, il y aura aussi besoin de dépenses. Et la région aujourd'hui, on n'est pas des magiciens, mais ce qu'on avait prévu, on le garde. Xavier Bertrand, il y a des questions sur le domaine culturel, les Nuits Secrètes d'Aulnoy-Emery, la kermesse de la bière de Maubeuge, les équipes sportives évidemment du territoire qui se posent beaucoup de questions aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Qu'on fait tout pour essayer de marier deux choses. La sécurité sanitaire, parce que personne n'a envie de voir cette épidémie reprendre, et personne n'a envie de revivre de période de confinement, même si, à un moment donné, si ça reprend, il faudra aussi qu'on accepte d'être compréhensif et d'être discipliné. Maintenant, vous voyez, vous avez parlé de la culture, vous avez parlé des festivals, tiens, le zoo de Maubeuge également, Oui, bien sûr. nos cafés, nos hôtels, nos restaurants, notre tourisme de proximité, tout ça, pardonnez-moi, mais c'est plus que des emplois. Tout ça, c'est une partie de notre art de vivre à la française, de l'âme française. Et il faut absolument que très vite, on redonne de la visibilité à ce secteur. On me dit qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'ils ne rouvriront jamais. Il faut absolument qu'ils puissent rouvrir. Il n'y a pas de fatalité à ce qu'ils ne rouvrent pas. Donc moi, je souhaite que très rapidement, le plus rapidement possible, on puisse retrouver ces rassemblements, mais ça, ce sera en fonction de ce satané virus, est-ce que oui ou non il est dégagé de nos vies ou pas, et puis surtout qu'on puisse reprendre même progressivement. Je sais pas, vous imaginez, vous, tout un été où on ne pourrait pas aller en terrasse? Moi, je n'arrive pas à m'y faire. Je pense qu'il faut clairement que l'on redonne des perspectives à ce secteur et de leur donner de la visibilité. On travaille beaucoup, vous savez, avec Romaric Dorier, le patron du Phénix à Valenciennes, pour essayer de penser aussi à la façon dont on aura ce rebond culturel dans la région, notamment aussi sur tout votre grand secteur, mais on a sacrément besoin de culture aussi. Là, ça redonne de l'espoir aussi. Une question par rapport à une annonce qui a été faite hier par, je crois que c'était, c'est un ministre qui a dit cette annonce hier, concernant la limitation des trajets par région. Voilà, que les régions seraient séparées d'une frontière, entre guillemets. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai même entendu par les départements, et moi, j'ai renoncé à essayer de commenter leurs décisions, parce que parfois, ça change tout le temps, hein. Un jour, il y a le président de la République qui nous dit blanc le lundi soir, là que le mardi matin, il y a des ministres qui nous disent ah ben non, vous n'avez pas bien compris, il n'a pas dit blanc le président, il a dit que c'était gris. Donc au bout d'un moment, j'en ai ras la casquette. Alors j'attends de savoir ce qui est solide, j'attends de savoir si on nous demande vraiment oui ou non notre avis, et si c'est un avis qui sera pris en compte ou pas. Donc maintenant, leurs décisions qui parfois changent tous les quarts d'heure, ras la casquette, j'attends de savoir si c'est du solide et comment on peut travailler avec eux. Parce que moi, mon rôle, c'est d'être le porte-parole des gens. Moi, mon rôle, c'est celui-ci. Par contre, il y a des sujets que j'ai déjà fait remonter à différentes reprises. Quand au début, la baisse du chiffre d'affaires, ça devait être de 70%. Quand le confinement a commencé mi-mars, je ne vois pas comment vous pouviez avoir 70%. Excusez-moi, hein, j'ai pas fait d'immenses écoles, mais enfin, j'essaye de compter. Bon, ils sont venus à 50%. On aurait pu venir plus tôt, quoi. Après, on a aussi un autre sujet qui, pour moi, est très important, les transports. Vous avez parlé des transports scolaires. Les trains, là, il ne faut pas se raconter l'histoire.
on a intérêt à garder le télétravail au maximum et à le développer, parce que les trains, avec les nouvelles mesures barrières, vous allez mettre beaucoup, beaucoup moins de monde dans les trains. Plus personne n'a envie de se retrouver dans un train bondé. Ce qui veut dire qu'on aura peut-être 4 fois moins ou 5 fois moins de personnes dans le même train. Il ne faut pas croire qu'on va faire passer les trains à la suite, parce qu'il n'y a pas assez de conducteurs et il n'y a pas assez de trains pour avoir des trains en continu. Donc, ce qui veut dire que si on ne veut pas revivre des grands embouteillages, et puis en plus pour les gens qui vont aller à Paris, ça ne va pas être simple, parce qu'après, il y aura le même problème dans le métro, le tramway ou les bus, le télétravail, il va falloir pas qu'on s'y habitue, qu'on passe encore à la vitesse supérieure. C'est des exemples très concrets où là, mon rôle, c'est d'essayer, comme on l'a fait pour les masses, d'anticiper au maximum. Vous savez, vous avez dit tout à l'heure, bon, je suis un ancien ministre de la Santé, dans toutes ces crises-là, il faut essayer au maximum. Il n'y a rien qui est simple. Rien qui est simple. Il ne faut pas donner de leçons, il ne faut pas trop la ramener, mais il faut essayer d'anticiper au maximum. Xavier Bertrand va juste quelques minutes pour répondre aux questions spécifiques d'auditeurs. Donc, ils ont été très nombreux, hein, et merci d'ailleurs à tous les auditeurs d'avoir participé à tout ça. Est-ce que vous pensez, c'est une question un peu plus globale, hein, d'Ambre, y aura-t-il des tests sur les lieux de travail? Y aura-t-il des tests sur les lieux de travail de cette personne? Ambre. D'accord. Je saurais parce que c'est aussi le prénom de ma fille, mais enfin, c'est pas elle qui a dû poser la question. Mais... Et donc, elle demandait quoi? Est-ce qu'il y aura des tests sur les lieux de travail? Moi, je le souhaiterais. Je le souhaiterais parce que vous savez, si on veut se sentir protégé, c'est des masques et des tests. Alors là aussi, nous, on essaye de booster la possibilité de faire des tests. On va passer à 7000 tests par semaine en région. C'est pas assez. Il faut vraiment qu'on puisse tester un maximum de monde de façon à savoir si on est dangereux également pour les autres. C'est comme le masque. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent je prends un masque, je suis protégé. Non, le masque protège beaucoup les autres. J'allais dire, si je ne suis pas malade, alors pourquoi j'ai besoin d'avoir un masque? Parce qu'on peut être malade sans le savoir. C'est ce qu'on appelle les porteurs sains, les asymptomatiques, où il n'y a pas de symptômes. Moi, je suis pour tester un maximum de monde. J'ai même dit à l'État, à l'Agence régionale de santé, si vous voulez, on peut financer les tests. Ils nous disent, non, parce que pour l'instant, on ne sait pas encore ce qui est vraiment très, très fiable. Vous voyez, il y a l'Espagne qui avait acheté des centaines de milliers de masques, je ne sais plus où c'était, peut-être en Chine, et au final, c'était des tests qui étaient fiables qu'à 30%, 70% d'erreurs. Vous ne pouvez pas tester des gens qui pensent ne rien avoir et qui justement contaminent d'autres. Donc les tests, je sais que là, encore une fois, ce n'est pas encore simple. Dès qu'on y voit clair, nous, on est prêt à aider pour qu'on puisse tester tout le monde. Tout le monde. Logan nous pose une question par rapport justement à votre ancien rôle de ministre de la Santé. Que pensez-vous de la gestion de la crise en France? On voit que l'Allemagne, par exemple, est comparée en permanence à 4 fois moins de morts que la France. Aucun commentaire. Je suis désolé, Logan. Je ne sais pas que j'ai la trouille de répondre, mais j'ai un principe. Quand on connaît une crise comme celle-ci, qu'il y a tant de familles qui sont endeuillées, qu'il y a tant de soignants qui sont exténués, je n'ai pas envie de faire de commentaires et puis de chercher à la ramener et tout ça. Même si à l'époque, on avait dit, quand j'ai eu à préparer le pays à des pandémies, on a eu 1,4 milliard de masques. Si on avait connu la même épidémie, personne ne peut dire ouais, tout se serait bien passé. C'est pas vrai. Ça ne se passe jamais à 100% de façon parfaite. Donc, il ne faut pas trop la ramener. Puis, je n'ai pas envie qu'on crée des polémiques ou si on fait la moue pour répondre ou si on fait une remarque, on va dire que c'est une critique. Donc, je pense que le rôle des politiques en ce moment, c'est de beaucoup moins la ramener et de bosser. D'ailleurs, ce qu'on devrait faire tout le temps. Et dernière question de Sophie. Bonjour, Monsieur Bertrand. Voilà, cette fameuse prime aux soignants. Qui y aura droit concrètement? Je suis auxiliaire de gérontologie dans un EHPAD en CDD, à savoir qu'un EHPAD, quel que soit notre diplôme, on fait tout le même travail qu'une aide-soignante. Alors là, je vais être clair, la prime pour les soignants, c'est tous les soignants au sens large. Tous les soignants au sens large, ça c'est l'État qui versera cette prime parce que ce sont les salariés de l'État. Mais il ne faut pas oublier non plus celui qui fait les repas dans un EHPAD, celui qui fait les repas dans un hôpital, public ou privé. Donc je pense que sur des sujets comme ça, il faut plutôt voir large que d'oublier des gens. Moi, je l'avais dit, bon, le gouvernement le fait en partie. J'avais parlé d'une prime de reconnaissance nationale parce que je pense qu'il y a les soignants qui sont en première ligne. Mais vous savez, le caissier ou la caissière qui vous sert aujourd'hui, qui sort de chez lui, qui sort de chez elle, en se disant, bon, j'espère que je ne vais rien ramener à la maison. Là aussi, ça mérite quelque chose. Le routier qui prend la route tous les matins très tôt, s'il ne le fait pas, comment on est livré? Et les éboueurs, les gaziers, les électriciens, l'ouvrier, c'est loin de chez vous, mais le pêcheur, l'agriculteur qui est allé bosser, s'il ne va pas bosser en ce moment, là, l'ouvrier agricole,
Et on l'aura comment la récolte là? On l'aura comment notre pain dans quelques mois? Donc vous voyez, il y a aussi tout cela pour ceux qu'on voyait plus trop hier. Rappelez-vous, il ne faut pas supprimer les caissières, jamais de la vie. Mais derrière, ces invisibles d'hier, il ne faudra pas avoir la mémoire courte. Et je suis intimement persuadé, tout le monde est dans la même barque, tout le monde. Hein. Les patrons, les salariés. Une entreprise, c'est le même bateau. Mais quand même, les bas salaires, ils ne vont pas pouvoir rester aussi bas qu'ils le sont depuis des années dans notre pays. C'est tout simplement pas possible. Donc dire merci, ça ne suffit pas. Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, vous avez voilà, je vous laisse 1 minute. Vous avez les auditeurs qui vous écoutent, les auditeurs de Canal FM, de San Bernardino-Thiérache, qui vous écoutent. Voilà, qu'est-ce que vous avez à leur dire aujourd'hui? Comment vous pouvez les rassurer? Que même si ce virus nous fait mal, nous a fait du mal, nous fera encore du mal, on va traverser cette épreuve. On dit souvent que dans la région des Hauts-de-France, les gens disent ouais, nous on est du Nord. Dans la région des Hauts-de-France, Picard c'est pareil, les gens ils sont sacrément solides. Ils sont sacrément solides. Et puis en plus, ils sont solidaires. Moi, vous savez, sur l'opération Un masque pour chacun, on a pu la mettre en place parce qu'il y a plein d'initiatives qui ont vu le jour. Et cette solidité, cette solidarité, ça fait qu'on traversera cette épreuve, même si on sera affaibli, c'est sûr, et on se relèvera. Et on se relèvera. C'est une épreuve comme on ne souhaite pas que nos enfants en connaissent une autre plus tard, mais en tout cas, je pense qu'il faut vraiment montrer que c'est le peuple, c'est les gens qui permettent justement de tenir et ensuite de se relever. Donc c'est une épreuve, je sais qu'il faut beaucoup de courage, les gens de la région ont beaucoup de courage, comme dans les autres régions, mais nous, il y a cette force-là qui est entre nous, il faut qu'on continue vraiment à serrer les coudes. Xavier Bertrand, je vous remercie beaucoup d'avoir consacré ces longues minutes avec nous et d'avoir répondu à toutes ces questions concernant cette crise du coronavirus. Donc merci infiniment et bon courage. Merci pour ce que vous faites, merci à vous, et portez-vous bien.